Sénégal. Alors, je vais commencer par présenter Dami Lola. Donc, c'est un panel qui va se tenir en français, mais voilà, on va faire la traduction en direct. Damilola Olokesusi est la cofondatrice et PDG de Shattlers, la principale entreprise nigériane de mobilité partagée basée sur la technologie. Elle a été reconnue par Forbes dans le classement des 30 Under 30 en technologie en 2019 et par Vulog comme l'une des femmes les plus influentes dans la mobilité en 2022. Damilola, je vais vous laisser la parole pour vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez créé et fondé Shattlers. You have the translation? Yes. Okay. Awesome. Bonjour, tout le monde. I was speaking in English, but I'm learning French. I think about 9 years ago, my sister was a victim of what we call one chance in Nigeria. It's a form of public transport that puts women at risk and almost get kidnapped. Some get kidnapped, some almost get kidnapped. And my sister was going to work one day and she entered what they call one chance. And this was a traumatic experience for my, for the family, right? And I decided to, take a stand and to create something that would be safe for both women and men. And this is where the idea of Shattlers came from. We provide a scheduled bus sharing service that has the highest form of quality. Air-conditioned buses, vetted buses with trained drivers, vetted drivers, and with the highest form of operational excellence. We provide this service in Lagos, Nigeria for companies who want to provide this for their employees in a very affordable way, where they can pay per seat, they can subsidize transportation, and make this available for everyone. We also provide this for individuals, and now we are, replicating this solution for some state governments in Nigeria. And we're happy to also mention that we're also expanding to Abidjan in the next few months. Technology has, helped us to provide this service in a way that we don't own the assets. Even if we have over 300 vehicles, about 80 of them are, high-capacity buses. We don't own them. We work with 150 businesses that leverage our platform to earn, income monthly. Thank you. Thank you, Damilola. Very inspiring journey and succeeding, as a woman in a market, complex market and dynamic market like Nigeria speaks volumes. Thank you. Manal Amin, pionnière dans le domaine de la technologie linguistique en Égypte, a fondé Revivez en 1994 pour répondre à la demande croissante de services linguistiques professionnels de haute qualité en arabe. Parmi ses nombreuses distinctions, elle a reçu le prix du champion africain d'éthique en 2013. Elle a été également classée parmi les 200 femmes les plus influentes au Moyen-Orient par Forbes en 2014 et a été lauréate du prix de Lifetime Achievement Award en 2022. Manal, pouvez-vous nous parler un peu de vous et comment en 1994, alors que la technologie ou le monde de la technologie était un terrain un peu conquis, et ce qui vous a poussé à fonder Revivez? First of all, thank you for being here, and I'm going to speak in English, but translation is very good. I enjoyed my conference all the time. At this time, I started my career actually 10 years before that, and I was among the team that started the very first words in Arabic for computers. I was in a company that started the first Arabic computer and the first wording, so I was among this team. Working in this company for 10 years, then Arabic started to be more and more, technology started to spread more and more, and locals were having a problem. So at this time, at this moment, I thought, here is the time to start something. I got offers from big companies, Oracle, Microsoft, Lotus at that time. So many companies were asking me to go work with them for Arabic, so I thought, no, it's going to be in the Arab region
We're going to start a company in Egypt and do the Arabic localization for all this. It was very important that this time to make technology available for everybody. Statistics says that in the Arab region, about 15 to 20% maximum can speak a foreign language, and the rest they only speak Arabic. So to have access to technology, it had to be in Arabic. It was strange at that time in '94, and because only professionals and highly educated people were using computers and technology, but it was very important to start doing this, looking forward to have technology available for everybody. Thank you, Manal. Notre troisième panéliste, c'est Annick Saho, qui est directrice des affaires gouvernementales Afrique chez Oracle, professionnelle chevronnée, passionnée par la technologie. Elle dirige et coordonne les engagements d'Oracle auprès des gouvernements africains pour les aider à mettre en œuvre leur transformation numérique. Elle est également une des fondatrices et membre du WIC Côte d'Ivoire. Donc Annick, pouvez-vous aussi vous présenter et nous parler un peu de votre rôle au sein d'Oracle? Merci Dina. J'allais commencer mon intervention par préciser qu'effectivement, je suis une membre de WIC Côte d'Ivoire et que je suis ici avec certaines de mes collègues qui sont venus de Côte d'Ivoire. Je remercie nos sœurs du WIC Sénégal de nous avoir donné cette opportunité de participer aussi activement au forum, et la journée d'hier a été pleine et très enrichissante. Donc je travaille pour la société Oracle, qui est une société dans le domaine des technologies, qui depuis 47 ans développe des solutions et des applications qui gèrent la base de données, des applications métiers et maintenant des services dans le cloud. Pendant près de 18 ans, j'ai été du côté des ventes, donc directrice commerciale pour les ventes dans plusieurs régions d'Afrique subsaharienne, Est, Ouest, Centre, Austral. Et depuis un peu plus d'un an, j'ai préféré faire une transition vers les affaires gouvernementales parce que je pense que la période s'y prête. Aujourd'hui, la transformation numérique est au cœur des préoccupations des gouvernements parce qu'on se rend compte que la technologie est vraiment un levier pour faire avancer les économies et l'Afrique n'est pas en reste. Maintenant, comment est-ce qu'on peut mettre cela en place, sachant que nous venons de loin? Et mon rôle, en fait, est d'échanger avec ces gouvernements pour les aider à comprendre les enjeux qu'ils ont en face d'eux, mettre en place leur programme de transformation digitale, mais également les accompagner dans les programmes de renforcement de capacités numériques. Parce que c'est une chose d'adopter la technologie, mais encore faut-il que les populations, les jeunes, les fonctionnaires, tous ceux qui ont accès à la technologie, la comprennent et soient à même d'en tirer les meilleurs bénéfices. Merci Annick. Collaborer avec les gouvernements africains dans ce domaine, la technologie, en dit long sur votre impact et votre audace. Maintenant que vous avez découvert les profils de nos panélistes et leurs entreprises, on va entrer dans le vif du sujet. On va parler des défis et des opportunités auxquels elles font face dans l'univers de la tech. On va continuer avec Annick. Nombreux sont ceux qui pensent que les technologies numériques peuvent permettre à l'Afrique de réaliser sa révolution dans le domaine industriel ainsi que dans le domaine des services. Vous qui avez une longue expérience dans les technologies en Afrique, pensez-vous que cette ambition soit fondée? Et si oui, quels seraient selon vous les leviers pour y parvenir et les domaines d'activité à promouvoir? Merci Dina. Je dirais que c'est une opportunité avérée parce que en Afrique, nous avons ce qu'on qualifie de retard en fait, par rapport aux économies occidentales ou asiatiques, orientales. Mais aujourd'hui, ça devient une réelle opportunité. Parce qu'avec la technologie, justement, on a la possibilité de rattraper ce retard et d'entrer de plein pied dans la révolution industrielle. Alors, je dirais que pour essayer d'avancer sur ce domaine-là, il y a il y a des points sur lesquels les gouvernements doivent mettre l'accent. Déjà, l'accès à Internet.
parce que ce soit Revivez, que ce soit Shuttle's, toutes ces entreprises ont pu se développer parce qu'elles ont utilisé les technologies de l'information, elles ont utilisé l'Internet. Si Internet n'est pas disponible ou accessible au plus grand nombre, c'est difficile de développer une économie numérique. Donc ça, c'est aussi du ressort du gouvernement, de mettre en place des politiques pour développer des infrastructures numériques, pour pouvoir rendre le coût d'accès à Internet suffisamment affordable, abordable, merci, et qu'on puisse vraiment l'utiliser de façon permanente pour développer cette économie numérique. Il y a également la formation. Parce que, comme je disais tout à l'heure, s'il y a l'Internet de disponible, mais que les jeunes, les entrepreneurs et tous les acteurs de l'économie ne sont pas à même de pouvoir utiliser, manipuler pour leur développement d'application, ou même l'utilisation de l'application, on aura un problème. Donc, il faut que les gouvernements qui, eux, définissent les politiques d'éducation, les programmes et les curriculums dans les écoles, parce qu'il faut commencer de plus en plus tôt, dès le primaire, le secondaire, inclure la formation aux technologies de l'information dans les programmes et offrir aussi des curriculums et des programmes de ce type-là dans les universités. Ensuite, il y a l'inclusion numérique, l'inclusion financière, où on a vu des programmes, des solutions comme M-Pesa en Afrique de l'Est, qui ont permis à des gens qui ne sont pas du tout bancarisés de pouvoir quand même avoir un portefeuille grâce à une solution numérique, pouvoir faire partie, être acteur de l'économie, c'est important parce qu'avec l'inclusion financière qui est possible maintenant avec les solutions digitales, on pourra permettre au plus grand nombre d'entreprendre et d'être vraiment des acteurs dans l'économie. Et en dernier lieu, je dirais aussi qu'il faut arriver à mettre en place de la formation continue pour qu'on puisse intégrer cela. Et bien sûr, l'inclusion, les STEM, on a vu hier, on en a beaucoup discuté, les femmes ne sont pas suffisamment associées. Il faut mettre l'accent, on n'ira pas jusqu'au quota, mais aussi mettre l'accent, donner la possibilité aux jeunes filles de pouvoir adopter embrasser ce type de formation pour qu'elles puissent également être des acteurs dans le domaine du développement technologique, parce qu'à la fin de la journée, les femmes représentent un peu plus de 50% de l'humanité. Donc il faut que nous soyons 51 ou présentes. 52. Merci Annick. Bon, je pense que vous avez fait le tour effectivement et je souhaiterais ajouter quand même un autre défi. On en a parlé hier, c'est celui de financement des startups fondées par les femmes. Donc ma question sera pour Damilola. Je l'ai souligné également hier que 2% uniquement des investissements en capital risque sont destinés à des femmes qui ont donc fondé des startups dans le monde entier, alors que Shuttle's a réussi quand même à lever 5,6 millions de dollars en fonds propres. Damilola, j'aimerais savoir quels conseils donneriez-vous aux entrepreneurs, notamment les femmes, dans la recherche de financement pour leur start-up? Okay. One advice I would give is to always have leverage. What does that mean? Let me just quickly leverage what Tijani said yesterday. Everything he said about women accessing funds is true. When we launched in 2016, we reached out to the angel network in my city, and I could remember clearly that when we were pitching, they were all men, and I could see the doubt on their face that how would a young girl that doesn't have maybe I don't have the connections, I don't have the fancy education, even though my background was in engineering. I did not seem like what success would look like, and I could see the doubt on their faces. And they did not believe that we could do what we said we were going to do, right? And I understood them. What we did was to then go and do our work, and so that we can have leverage. So after that experience, for the next 4 years, we did not pitch to any investor. We focused on building a strong solution in
acquiring businesses that would ensure that we run a sustainable, business. When we decided to raise, we did not even need money because we did not focus on investors. We focused on the solution, the problem, and solving it for our customers. We acquired a lot of customers, both businesses and individuals. The reason why we went to the market was because a company like us that had started in Egypt, called Swivel, had raised $100 million after, and we were expanding into Nigeria. And they wanted to acquire us. And so because I did not want to be acquired, I decided to go out to raise. And at that time, we had leverage. Because we had good revenue, we were profitable, we were the biggest in the market. But even with that, we did not find, even though when I was pitching, I would see this is a good business, but we're not so sure we want to invest. It took a female GP to believe that I don't understand why you've not raised money, because people that have raised money at higher valuation are not doing up to what we're doing in our revenue. I remember Lavanya, she came from Nairobi, flew down, because she said that I wasn't pitching well. Because I thought that, we had good revenue. We had, all these numbers. Why aren't you giving us the money? And then she came down, she spent 2 hours with me in a restaurant in Lagos and coached me on how to pitch to investors. That it was beyond the science. There was also an art to it. And what Tijan was saying yesterday about male investors investing in people that look like them is true. Because I realized that people invest in people that they like. So if they can connect with you on a deeper level beyond your traction, you will get the money. And so I connected with Lavanya, and she was convinced and decided to back me. And when they led the round, other investors started coming, right? This was in 2021, $1.6 million round. Then the second round, where we did 2023, was also led by a female GP. Ori, she's also from Nairobi. Because she's also an activist in Nairobi, fought for us. I can't go into details, but she fought for us in our IC. So I strongly believe in women investors really backing other women, and the bias exists. And I also strongly believe that the more money flows through the hands of female investors, female GPs, the more money will get into the hands of founders. But founders should have leverage. You must learn how to pitch. You must know your numbers. You must be the best. And when I'm pitching to my customers, minus investors, I always tell them that we are the best, because we actually the best. And I will tell them to go check in the market. They will not find any other person like us. And so we always have leverage, either to our customers, either to, for government officials, either for investors, so that when it comes to, choosing between us and a male-funded company, without looking at any gender, they will take us as the best company. So that is, my simple advice is to always have leverage. Thank you, Damilola. I can't agree more. I remember I was in Zero Africa Forum in Côte d'Ivoire 2 years ago, I believe, and there was a lady. She was telling her story. She raised, as you, many millions of dollars, but she also told us that she pitched actually 100 times before getting the money. So for me as a startupper also, I think I pitched 2 or 3 times and then I stopped. I prefer to focus more on the business now, and I believe it will come at maybe another stage. So congratulations for that. Very good work. My question is going to be for Manal. J'ai switché en anglais sans faire attention. Hein. Nous allons mettre donc la lumière sur l'expertise de Manal, parce que je suis vraiment impressionnée par son parcours. Quelqu'un qui intègre le monde de la technologie il y a 30 ans, c'est vraiment impressionnant. Manal, comment avez-vous vu évoluer le rôle de la technologie dans l'accès
au contenu linguistique arabe depuis la création d'Arabiz en 1994 et quels défis restent-ils encore à relever? Actually, challenges were too many, much more before than it is now. I started 30 years ago, and I was coming from the back office. I was a technician. I was a translator in technology and technical writer. And I had no idea about any of the expertise like marketing, management, maybe managing a team, but not really marketing. This was very hard at that time, especially before the time of entrepreneurship, training, investment readiness, all what's happening now. 30 years ago, the world was totally different for women. There was almost no women in the tech industry in Egypt when I started. I had to, when I introduced myself, I didn't mention that I am on the board of BWE, the Businesswomen of Egypt, and part of WIB, Women in Business, and part of so many other organizations and associations. And this meant a lot to me. At that time, there was nothing. There was no businesswomen associations. There was no support of any kind. And I was the only woman anywhere and everywhere. Even I was part of establishing the Egyptian first NGO, the Egyptian Association for IT Companies, and I was the only member on the board for 15 years. Then things changed, and now females are having more and more support. I joined the Businesswomen Association, and this helped me a lot. I joined so many other groups for women, started going to events, and this was all very challenging. Of course, on the social level, leaving the kids and leaving the house, traveling, going here and there. With a woman, a new type of business. My company was the first in the Middle East and Africa, and we stayed for almost 10 years the number one in Middle East and Africa. And they were calling me in the international events the Lady of Arabic. So I was known as the Lady of Arabic. But linguistic industry, language industry in general is a female industry. But we mixed the language with when I go travel abroad, it looked normal. But when I am in Egypt and in the Middle East, it was something new at that time, talking about the 90s, with no internet, so we had to always be going around, traveling from one country to the other. The challenge was very high on the social level, on the professional level, on accepting the woman in this, and on the language as Arabic itself. Sometimes I went to big exhibitions. I remember my first time in Germany in CeBIT, which is a very big tech exhibition, and I went to SAP pavilion, and I was telling them, do you localize in Arabic? And the lady said, Arabic, what is this? And it was the challenges were on all levels, on the social, on the technical, on the language level. But it was, perseverance. I wanted to do it, and I felt it's needed, and the market needed it badly. So trying to overcome all these hiccups, all these challenges, it was not easy, but it came by time, by joining groups, by being part of organizations, traveling a lot. I was on the board I was the first person from the Middle East to be on the board of GALA, the Globalization and Localization Association, the global one. And it was very strange. I felt I was not accepted at the beginning, but gradually they got used to it. So challenges are part of our everyday work, a part of our everyday life as women, and tech in the old times, not now. Now I always tell and I'm now have the pleasure I have the honor to head the TIA Angels, which is an angel investment network from women to women. We are women investing in women, and I see them. I feel they are lucky. Try to help them as much as I can, but still they have challenges. Still, as you were saying, when they pitch,
Now having like WIC, having Tia Angels, having all these women specialized in networks for funding women or helping women, I think it gives better chances. Things are much better. They cannot, when even I tell them stories about 30 years ago, they cannot imagine that this was happening. Things are better, but challenges are still there, and we need to cooperate to be more parts of networks, attend more conferences, go to more events, be part of the international community. I think this will help us a lot. Thank you, Manal. Thank you. Women are proud of you. On va passer donc à notre troisième thème. Imaginez un instant un monde où les codes de la tech seraient réécrits par des perspectives nouvelles et audacieuses. C'est exactement là que nous allons maintenant, au cœur du leadership féminin et de son impact dans cet univers passionnant. Damilola, vous avez été reconnue par Forbes et d'autres organisations comme l'une des femmes les plus influentes dans la mobilité et la technologie. Comment utilisez-vous cette influence pour encourager plus de femmes à s'engager dans la technologie et l'innovation en Afrique? Okay. So the first thing that I think I owe other women is not to give up. And initially, when I started, I did not think I was entering into a male-dominated industry, because I grew up in a house that my mom, I had 3 sisters, we did not see any gender. I studied chemical engineering. I did not think I was doing something any wrong. It was until I started the business and I would get people laughing and say, she's even a woman. And, in my naivety, I would feel like it was because I was a little bit naive that I was able to succeed in this industry, because I was not aware of the challenges. So the first thing that I've noticed and I've seen is that I owe it not only to myself, my family, but I owe it to other female, young female, coming up, especially people that had ordinary background. Because I studied in University of Lagos, I didn't study in Harvard or Stanford. I studied in University of Lagos. I had a very normal background. My parents worked in a company for 35 years. They worked in NEPA. They were not entrepreneurs. So very normal background, and to inspire women to see that they can do anything. That's the first thing. Second thing is that every opportunity that I get, first program that we launched in, I think, 2019-2020, we got a grant from Ford to do a program called She Moves, and it's still, we still try to do it every single year now. But the initial plan was to help female commuters, convert their commute time to learning time, because we realized that at the place of work, women don't have they don't have enough time to catch up with developing themselves, compared to men. Because when they get home, they have to take care of their children, they have to cook. And then we said, okay, how can we partner with the likes of like Google and all these learning platforms, get Wi-Fi on the bus, so that when they're on the platform, on the bus, they can learn, and also connect them with mentors that also use our service. So this ran for a period of 1 year before COVID, and we had to do it virtually. Another program that we do internally in our company is called Shortlands Next Gen. We started this program because we realized that there was a lot of brain drain. People were leaving the country to developed countries to seek better life, and I realized that there were other younger people like myself in the universities that needed an opportunity, and we also wanted talent, raw talent. And so what we do now is I think twice or 3 times in a year, we take in about 10 to 15 undergraduates or fresh graduates, train them for like 4 weeks, and they go through about 3 or 4 departments in the company. The last cohort, we had 7 female participants and 1 male. It was not even planned, but we realized that we went through a lot of process. They did
tests, they did interviews, about 3 or 4 processes. That's that we got a lot of very smart female applicants that were, shortlisted. This is one of the ways that we try to bring in a lot of young female, young women into the tech space. I also ensure that we support female-owned programs, either through discounts or donations of buses and shuttles for the event. Last year, it's unfortunate that Biram was not around, but we are also on them. We were advocates for 2 years for UNCTAD, E-Trade for Women, and I partnered with UN to do a master class in Nigeria, and I think we had about 10 other African women coming to Nigeria, and I hosted them for an African night, and we organized the pitch, and we got some interested investors that interested in other African women as well. So these are some of the initiatives that I've done, but there's this idea that I'm ruminating on, that maybe before next year I would launch a solution, an alliance that would help women see the need to bet on other women, because I strongly believe that we need to form our own club, just like how WIC has this initiative. We'll also form our own club to bet on women to build big businesses. So we've seen a lot of support in the SME level at the seed stage, but when you look up and try to look for female-owned unicorns, you would not see them. In Africa, if you count up to first 20 or first 30 companies, you will not see a female-owned unicorn business. And right now, I'm really looking and searching for women that want to put their name, their influence, their money behind women that are at Series A or Series B, and just back them with their influence and their power as well, just the way male counterparts do. So this is how I support. Thank you, Damilola. Même si on a une petite contrainte de temps, mais je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question, vu que dans l'audience, je vois des jeunes filles qui sont là. Vous avez parlé d'un background où vos parents étaient des salariés. Vous-même, vous dites que vous étiez naïve en pensant que c'était, disons, un domaine faisable, plus ou moins facile. Vous n'avez pas imaginé ces challenges que vous allez vivre tout au long de votre parcours, et malgré ça, vous réussissez. Malgré ça, vous arrivez quand même à aller tellement loin, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un pays aussi complexe comme le Nigeria. J'aimerais bien que vous puissiez nous parler d'une ou de 2 critères, vraiment, dans votre personnalité, qui vous ont permis d'aller jusqu'au bout et que vous n'avez pas baissé les bras. Et même si on grandit dans une famille où l'entrepreneuriat, peut-être on ne connaît pas, vous avez quand même osé le pas. Et je veux que vous vous adressez à ces jeunes filles qu'on a dans l'audience afin de les encourager encore davantage et partager avec nous ces points-là. Okay, I think 2. The first one is, in my 3rd year, I think I was 19 at the time, I had kind of like an encounter. Like, I realized, so I attended a program and they told us about our mission, our vision, and I realized that I had only one chance to live on this earth, and I wanted to make a difference, right? So very early, I made a decision that I would find a way to make impact, and I would not allow my existence to just be for nothing. So it was that, craving that when I recognized the problem, I knew that this was what I should be doing. There was another idea I had before, Shortlers, but I didn't know how I was going to make money. It was a nice idea, something like a hobby. It was fashion on how to help people to buy things. But I didn't know how to convert that into money. But when the idea for Shortlers came, I saw the kind of impact that this would make on people and how it would be a win-win either for the environment, the government, the users, and it was just a no-brainer. And I decided to dedicate my life to ensuring that this becomes a global solution and not just a Nigerian solution. I think the second thing would be my grit. I do not give up. In fact, I love challenges. When I see challenges, I'm like, yes, I am coming to take over this market. And
And every single time people doubt me because people underestimate me. You know, initially then when I used to go to businesses and pitch, I don't tell them I'm the founder of Shotlers. I work at Shotlers and I'm the sales rep, so that they don't underestimate, you know, the value of the company. And when I get the no's and people underestimating me, it fuels my need to show you that not only will succeed, but I will show you that a woman-owned company will be one of the biggest and greatest companies in the world. So it's my grit and my stubbornness not to give up. Yeah. Excellent. Excellent. Et comme je dis, j'ajoute à cela, comme j'ai dit souvent, en fait, pour nous les femmes, en tout cas, on a deux choix dans la vie. C'est soit de réussir, soit de réussir. Merci Manal de votre point de vue. Alors comment vous pensez que la tech pourrait évoluer dans les prochaines années en termes d'inclusion et de diversité? I think tech by nature is inclusive and encourages diversity. So, for example, it's much easier for women to work using tech or to work in tech companies. In Egypt, we have almost 50% of the graduates of computer science are females. And at the same time, we have so many developers and women and girls working in tech. Also STEM education, I see that women are doing very well in any technical thing. The point, the problem starts getting up. So when you go up in the ranking, you will not find much women owners owning tech companies, or there are some, or in the top management position, but things are changing. Now the top of IBM in Egypt is a woman, the top of Microsoft women in Egypt is a woman. So things are changing now. There are more and more coming, but I believe that tech is the secret word or the password for diversity and inclusion. Now I have more than 50% of my employees in the company are women. They can work remote. By coincidence, or? Yeah, I think part of it because of the language industry by nature has a lot of women, and technology, although my engineering department is all women, yeah. Maybe they are encouraged to come and work with me. We started at the beginning with 20% women, now we are even 60% women in the company. They get encouraged, they like stability. Women by nature, they like stability, so they stay more and more in the company. They don't go after, they don't want to travel and leave the country. They don't go for immigration. So you will find them, I have people who are with me for 30 years and 25 years and still there in the company. Especially in this sector, usually people like, move a lot. Exactly, yeah. The new generation, they move a lot. This is from the old times. But the new generation, they move a lot. Nobody stays more than 5 years, 5 years in a company. But tech is a major, I think, a major factor for supporting diversity and inclusion, and not only with women, with handicap. We have lots of people who are working. They can work remote. Exactly. They can work from home. Yes. This is very encouraging. So I can see that tech is a very good factor for more and more inclusion, more and more diversity in the working environment. Thank you, Manal. Alors notre troisième question, c'est pour Annick. Que devraient faire les décideurs africains, à votre avis, pour permettre aux femmes de prendre pleinement leur place dans le secteur de la tech et favoriser une plus grande adoption des technologies en Afrique? Merci Dina. Je pense qu'on a largement couvert cette question hier en faisant un constat. Les jeunes filles ne s'orientent pas facilement vers les disciplines scientifiques, non seulement dans le secondaire, mais encore moins à l'université. Donc il faudrait quand même les encourager
et les encourager. C'est vrai que ça ne relève pas simplement de la responsabilité du gouvernement. Il y a aussi une responsabilité de nous, les femmes qui sont déjà dans la tech. Je crois que Damilola en a parlé, Manal en a parlé. Il faut qu'on arrive à être visible pour qu'elles sachent que c'est possible. Et qu'il y a des femmes qui ont embrassé des carrières technologiques, qui ont pu évoluer dans ces carrières, qui ont pu accéder à des positions de leadership et qu'elles ont le talent requis pour y aller. À côté de l'enseignement et de l'encouragement à adopter des disciplines scientifiques, il y a tout l'environnement qu'il faut faire. On a parlé beaucoup d'entrepreneuriat. Les gouvernements doivent quand même penser à mettre un cadre un peu plus favorable pour promouvoir l'entrepreneuriat ou faciliter l'entrepreneuriat féminin. Et des initiatives comme le WIC, c'est vraiment, comme on l'a dit, des femmes qui veulent aider des femmes. Mais à un moment, il faut aussi que ce soit plus largement disponible et qu'on lutte contre ces biais, contre ces stigmatisations, je dirais, qui font qu'on ne donne pas suffisamment de chance aux femmes entrepreneurs de pouvoir avoir accès au financement, de pouvoir avoir le cadre qu'il faut pour pouvoir évoluer. Ce n'est pas, on a parlé de la tech hier, l'entreprise qui est créée pour une solution de mise sur le marché dans le domaine de la tech. Quand on veut être entrepreneur dans la tech, il faut vraiment se dire je veux créer quelque chose qui est utile. Damilola a expliqué la genèse de la création de Shuttler. Mais trop souvent, on pense que je suis dans la tech, je vais faire une entreprise tech, mais quel est le but, quelle est la finalité de l'entreprise? Est-ce que j'ai étudié mon marché pour pouvoir y aller? Et il y a beaucoup d'échecs, mais qui ne sont pas nécessairement dus au manque de compétences, c'est simplement l'approche qui a été le moteur de cette création d'entreprise. Et aussi encadrer, quand on parlait des gouvernements, encadrer justement les jeunes femmes qui veulent se lancer dans ce genre d'activité pour pouvoir les accompagner, exactement ce que le WIC fait en ce moment, du coaching, des formations en leadership, des formations en gestion d'entreprise elle-même, pour qu'elles puissent avoir aussi cette chance de créer. Et en dernier lieu, je dirais effectivement qu'il faut inclure les femmes dans les décisions concernant la gouvernance et les décisions de technologie. Je prends un exemple qui est peut-être similaire, mais qui est en dehors de ça. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Mais l'intelligence artificielle, là où on sent qu'il y a beaucoup de disparités, il n'y a pas d'inclusion dans les développeurs, que ce sont souvent des hommes, l'intelligence artificielle, ça s'alimente, on crée des modèles. Mais quand on pose une question, souvent ce sont des réponses qui sont très masculines. Parce qu'il n'y a pas de femmes qui travaillent dans ce domaine-là, qui arrivent à apporter cette sensibilité féminine et cette vision du monde d'un point de vue féminin. Maintenant, s'il y a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au développement dans l'intelligence artificielle, on aura des réponses qui seront beaucoup plus équilibrées. Donc ça aussi, ça se retrouve au niveau des gouvernements quand il y a des décisions à prendre pour la technologie, l'environnement technologique. Il faut associer des femmes parce que personne mieux qu'une femme ne sait vraiment répondre aux préoccupations qui touchent les femmes. Ce n'est pas aux hommes de tout décider parce que les femmes font partie de la société, les femmes font partie de l'économie et on a également un mot à dire à ce sujet-là. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, après les échanges d'hier et d'aujourd'hui, on sait très bien que la femme n'a toujours pas sa place réellement dans le monde de la tech. Au Sénégal, et récemment, le gouvernement a décidé de mettre un pourcentage dans les marchés à octroyer aux entreprises, un pourcentage bien défini pour les PME et les entreprises aussi, l'idée où gérées par des femmes. Pensez-vous que ça peut être éventuellement une sorte de proposition dans une formule particulière, que ça soit, si vous voulez, une approche de la part des gouvernements, justement, pour accompagner ces femmes qui sont dans la tech? Oui, tout à fait. On s'est posé la question de faut-il pas imposer des quotas? Ça revient là. Je pense que sur ça, on est vraiment d'accord. On parle de quotas parce qu'on sent que les femmes restent un peu marginalisées dans le secteur. Mais on ne veut pas non plus imposer un quota aux dépens des compétences, au détriment plutôt des compétences, bien évidemment. Donc, ça va être contre-productif. Mais quand même, le fait qu'il y ait la réflexion à ce niveau,
Ça prouve que le constat est là. Mais on peut mettre un quota et ne trouver personne pour répondre à ce quota-là. Je donne un exemple. Je suis dans une entreprise privée, je recrute, mais j'ai du mal à trouver des jeunes filles pour être, ne serait-ce que commerciales ou qui soient des consultants techniques. On n'en trouve pas. Et donc, même si on met des quotas, il faut que déjà, dès le départ, on arrive à inciter beaucoup plus de jeunes femmes à entrer dans ce domaine-là, à s'équiper, à avoir des entreprises pour pouvoir soumissionner et répondre à ces quotas-là. Donc c'est vrai, il faut encourager, il faut mettre une certaine pondération dans l'évaluation des offres en disant si jamais c'est une entreprise qui est dirigée par une femme ou créée par une femme, ça donne des points supplémentaires, mais aussi il faut travailler en amont pour que les femmes puissent être au rendez-vous pour pouvoir profiter de ces avantages qu'on met dans la gestion des marchés publics. Tout à fait, tout à fait. Merci, merci Annick. Maintenant, nous allons nous tourner vers l'avenir. Je pense qu'on on va essayer de ne pas se répéter, mais on va donc passer aux conseils qu'on peut partager pour guider justement les talents de demain. On peut aller peut-être très rapidement sur cet aspect, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter. Annick, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes femmes africaines qui souhaitent se lancer dans le domaine de la tech ? Bien évidemment, sans qu'on répète ce qu'on a déjà... Je pense que Damilola en est l'exemple aujourd'hui. Ouais. Il faut se faire confiance. Il faut vraiment qu'elle se fasse confiance, qu'elle sache qu'elle peut y arriver. Il n'y a pas de raison d'échouer. Mais aussi, il faut travailler. Il faut travailler parce que dès qu'on dit quota, avantages, pondération, etc., on pense que c'est facile. Mais on sait très bien qu'en étant femme, surtout dans ce domaine-là, on est souvent amené à faire beaucoup plus que ce qu'un homme devrait, ce à quoi un homme s'attendrait. Donc, se faire confiance. Il y a aussi la responsabilité de celles qui ont devancé, de montrer, on dit payback en anglais, c'est de tirer la main. De la même manière qu'on dit qu'une femme dans un conseil d'administration doit œuvrer pour ne pas être la seule au conseil d'administration. Nous qui sommes dans la technologie, merci. Nous qui sommes dans la technologie déjà depuis quelque temps, on doit pouvoir également donner ce coup de main aux jeunes filles qui veulent entrer dans la tech et les aider à accéder à cela. Et aussi, je leur dirais d'élargir leur réseau. Ne pas rester focus, de voir, de rencontrer, comme disait Manal, de rencontrer des personnes dans d'autres sphères, de trouver des mentors. Et un mentor n'est pas nécessairement une femme. On peut très bien avoir un homme comme mentor qui est là pour vous aider à voir vos propres compétences, vous redonner confiance pour pouvoir vous aiguiller au mieux dans ce que vous désirez faire. Et puis, y croire. Tout à fait. Je pense que la confiance... est l'une des qualités, c'est un must, parce que tout au long du chemin de l'entrepreneuriat, que ce soit dans la tech ou autre, on rencontre le doute tous les jours. Mais tant qu'on a vraiment un objectif bien fixe et qu'on décide d'aller jusqu'au bout et être têtu comme Damilola, on y arrivera. Manal, si vous voulez ajouter quelque chose sur cette question également. I just want to confirm what was said exactly, confidence, perseverance. Only one point extra in addition to this is don't look for money in the first, as the first objective. So because lots of startups or entrepreneurs, what they look for is how to make money more. No, look for success first. Look for success first, learn, have a competitive edge. I want to tell you, always look for something when you start your project or you want to be in tech, do something that nobody did before. Start a new idea, be creative, innovative, do something that nobody did, look for success, decide to succeed in this, and money will eventually come. But don't start thinking of money at the first step. Et je voudrais ajouter également à ce point, c'est de commencer même si on n'est pas prêt, parce qu'on n'est jamais prêt. On va toujours essayer de tout préparer et il y aura toujours quelque chose qui manque. Mais il faut commencer. Une fois qu'on a commencé sur le chemin, on rencontrera d'autres problématiques qu'on va régler au fur et à mesure. Mais ne perdez pas de temps. Si aujourd'hui vous avez une idée, comme l'a dit Manal, une idée créative, aujourd'hui il faut regarder quelles sont les problématiques autour de nous. C'est très simple.
on trouve une réelle problématique et on essaye de trouver une solution à cela. L'idée peut être géniale, mais si elle ne résout pas un problème, je pense qu'il faut encore y réfléchir. Voilà. Donc on va finir avec vous, Damilola, avant de passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a une femme dans la tech qui vous a inspiré dans votre parcours et pourquoi? Yes, yes, absolutely. And she just resigned, I think, 2 days ago. The CEO of Main One, Mrs. Opeke, she also had an engineering background. And I remember when I was still doing my sales, I used to stalk her at events, which is what you said about networking, because I knew that I needed just a top, like at least 5 top companies, so that other companies would then come because I have those companies on my portfolio. So she owns an internet company called Main One, and that company laid submarine cables to provide internet for a country like Nigeria. And she sold the company, I think, 2 years ago for about $320 million, and just resigned maybe 2 days ago. That is just a phenomenal woman that has done something that even men think that they want to do are not able to do. When I saw her at events, I would pitch to her and tell her that this is what we're doing. We need to onboard your customer. By the 3rd pitch, I follow. Anytime I see her on the event, I have to attend this event. And now when I get to the event, I will spot and look for her. She did not have time to mentor me, but by just watching her and by just giving me the chance, and by the 3rd time I met her at the event, she introduced me to their HR, and we signed that company. They've been using our service for about 5 years now. Whenever I see her at an event, she's just, just very open and just very kind. She's not. I'm not having breakfast with her. I'm not having dinner with her. But by just being who she is, she has inspired me. Opened the door for me to offer the service to their company, and she's just a phenomenal woman. So yes, Mrs. Opeke. Thank you, Damilola. J'ai entendu Barack Obama, je viens de penser à ça quand vous avez parlé de cette dame inspirante. Il disait qu'une fois qu'on a une place autour de la table, avant de la voir, on a l'impression que ceux qui sont autour de la table, ce sont des personnes intouchables, ce sont des personnes extraordinaires, en fait, qui viennent d'une autre sphère. Mais une fois qu'on a une place sur la table, on se rend compte parfois qu'il y en a qui sont quand même moins intelligents que nous et que voilà, on est capable quand même de pouvoir réaliser ce que les autres et même les dépasser. Donc, on encourage les filles dans ce sens-là. Je vais passer donc la parole au public pour celles ou ceux qui ont des questions à poser à nos panélistes. Levez les mains. Oui, peut-être une question pour Annick, parce que c'est peut-être plus naturel de voir une femme dans les techs être obligée de créer sa propre entreprise pour devenir la patronne. Mais ma question, c'est comment une femme africaine devient la patronne pour un grand groupe international. Ça, c'est peut-être un des challenges auxquels elle n'a pas fait allusion. On voudrait savoir comment on devient une femme africaine à la tête de Oracle. Merci Anne-Marie. Je vais peut-être reprendre l'illustration de Damilola qui n'avait pas... En fait, je n'ai pas eu de défi par rapport au genre parce que je suis issue d'une famille où il n'y a que des filles. Avec une mère qui a été également très inspirante, qui était un peu un modèle pour nous toutes. Scolarité dans des écoles de filles, et c'est vraiment au niveau des études universitaires que là je me suis rendu compte que dans le monde en fait il y a les hommes et les femmes, surtout que je suis rentrée dans des études techniques et mon père m'a dit tu veux devenir ingénieur, c'est ton choix mais si tu le fais bien.
Donc, ces difficultés, je ne les ai pas appréhendées dès le départ. Une fois qu'on est rentré, on a fait des études, effectivement, c'était assez courant que je sois la seule fille de la classe, parce que c'était des études d'ingénieurs et des classes prépa à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de filles. Mais après, c'est se dire, je suis là, je le mérite, c'est pas par favoritisme, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas nécessairement de cadeaux. Si j'ai quelque chose à prouver, il faut que je le prouve. Et c'est surtout aussi ne pas se mettre de barrières. Comme je disais tout à l'heure, j'étais dans le commercial. Souvent, dans les réunions chez les clients, j'étais la seule femme. Si bien que c'est quelque chose que j'ai finalement intégré. Mais une fois qu'ils ont dépassé le fait que je suis une femme parce que j'ai un discours qui est un discours technique, crédible, qui répond aux questions qu'ils ont, le fait d'être une femme n'était plus un problème. Parce qu'en face d'eux, ils avaient la personne qui a les compétences techniques sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, qu'ils recherchaient. Donc c'est un peu ça aussi qui a aidé dans le cheminement, c'est d'être suffisamment crédible, de faire son travail avec beaucoup de résilience, de persistance. Et après aussi, c'est l'évolution dans une compagnie telle que celle dans laquelle je suis, c'est s'ouvrir, ne pas rester dans son coin. Au même titre que l'entrepreneur doit avoir un réseau, c'est d'essayer de voir autour de soi quelles sont les opportunités, qu'est-ce qu'on peut faire. J'ai la chance d'être dans une entreprise pour laquelle la diversité et l'inclusion sont très importantes. Oracle est une société dont le CEO est une femme. Le Chief Technology Officer, c'est une femme. Et nous avons un programme en interne, parce qu'on sait qu'il y a peu de femmes dans la technologie, qui aident les femmes dans leur carrière à évoluer dans leur carrière. Et maintenant, on se rend compte que, malgré cela, nous ne sommes pas suffisamment nombreuses. Et on a cette initiative qui se tourne vers l'extérieur pour susciter des vocations chez les jeunes filles dans les établissements, servir de rôle modèle, comme on disait. Et avec ce programme-là, on a la possibilité, je pense, en tant que femme, pour évoluer dans une carrière, de voir d'autres modèles. Moi, il m'est arrivé d'échanger avec la patronne du juridique d'Oracle, basée en Californie, mais une avocate vraiment très, très talentueuse. Quand elle est partie à la retraite, on lui a demandé même de prolonger de 2 mois parce qu'on n'arrivait pas à trouver son remplaçant. Mais avoir accès à ce genre de personnes, c'est comme si on n'a pas de barrière, quoi. Et on échange, on obtient des conseils pour gérer sa carrière, pour pouvoir évoluer. Donc ça aussi, ça a été un avantage d'être dans une entreprise qui favorise la diversité, qui favorise l'inclusion et qui favorise l'évolution des femmes dans leur carrière. Mais, bien entendu, il faut s'attacher à avoir des compétences et être irréprochable d'un point de vue de la fonction qu'on a. Merci, Annick. Merci pour votre contribution. Il y a d'autres questions? OK. Bonjour mesdames et surtout merci à vous de partager avec nous vos parcours inspirants. Donc moi je suis Dirandoy, directrice de projet dans l'IT, donc en France, et donc fondatrice également de IWOL Conseil en France et récemment IWOL au Sénégal. Alors moi ma question, c'est plus une remarque générale en fait, parce qu'on parle de la fracture numérique concernant les femmes au Sénégal. Mais en ayant fait mes études en France et mon parcours professionnel en France, nous rencontrons exactement les mêmes problématiques en fait. Donc dans les entreprises, j'en prends quelques exemples, souvent j'étais la seule femme dans la DSI. Chez Revivez, j'ai dirigé un pôle projet, j'étais la seule femme. Encore une fois, donc est-ce que finalement il n'y aurait pas quelque chose à faire au niveau de l'éducation des femmes? Donc j'entends souvent parler du domaine scientifique. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas casser cette barrière-là et faire comprendre qu'aux jeunes filles, que vous soyez passées dans la filière scientifique ou non, vous avez votre place dans justement le monde numérique. Donc il serait peut-être temps que nous, en Afrique, on fasse un effort au niveau de la formation et également ailleurs, en France et ailleurs, parce que de toute façon, la problématique existe partout. Ce n'est pas seulement un phénomène africain. C'est vrai, merci pour la question. Mais si les jeunes filles voient de plus en plus de biram, elles vont se dire qu'effectivement, elles ont une place. C'est vrai qu'il faut mettre des politiques en place, il faut les former, il faut les inviter à rejoindre ces filières, mais il y a aussi
Je donne l'exemple. Moi, je suis de Côte d'Ivoire. J'ai une amie qui me disait qu'elle était partie dans une ville, dans le centre de la Côte d'Ivoire, dont son père est originaire, pour essayer d'échanger avec des jeunes filles qui sont dans un collège ou dans un lycée. Et elle leur a demandé à chacune, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Elle voulait être infirmière, sage-femme, institutrice, mais c'est parce que c'est leur environnement. Et elle leur disait, mais tu veux être infirmière, pourquoi tu ne voudrais pas être médecin? Tu veux être enseignant, pourquoi tu ne veux pas être professeur? Et tu sais qu'il y a des femmes qui sont pilotes. C'était la grande stupéfaction. Mais oui, Air Côte d'Ivoire a des pilotes qui sont des femmes. C'est cette Communication. horizon, en fait. Il faut repousser leur horizon pour qu'elles arrivent à réaliser qu'il y a de la place pour les femmes. Et à ce moment-là, on rencontrera beaucoup plus de vocations, je pense, pour adopter et embrasser des carrières scientifiques. Merci Annick. Après, il faut dire également que, ouais, là on me dit qu'on n'a plus de temps, mais je finis avec ça, il n'est pas nécessaire forcément aussi de faire des études en technologie pour pouvoir monter des startups. Moi, je suis un exemple. J'ai un parcours assez atypique également. Je commençais par faire de la biochimie à l'université. Après, j'ai fait du droit. Après, j'ai fait de la finance et de la communication. Et aujourd'hui, j'ai lancé une start-up. Donc, voilà, je pense que le monde est ouvert à tous, mais il faut pouvoir également réconcilier un peu toutes ces compétences-là, que ce soit par notre propre personne ou également avec d'autres partenaires ou en tout cas collaborateurs. Voilà. Oui, il y a Manal qui veut également ajouter rapidement un petit Yes, very quickly. I want to add to this that we don't have to start with. I'm a graduate of political science, and I studied translation. And then I found that technology with translation is very important. And then went into computational linguistics. And so tech is not a specialization in itself. You don't have to study and learn computer science to start working in it. I liked very much what the keynote speaker said yesterday. Tech company is a company that adds value using tech to the last product. Exactly. Thank you, Manal. Alors, là.